Alors, après avoir abordé dans les tables rondes du matin les questions de cybersécurité et des données territoriales comme enjeu politique, nous poursuivons le programme de cette journée dédiée à la place du numérique et des données dans la transition locale avec cette dernière table ronde de la journée dont le titre peut sembler quelque peu énigmatique. Des territoires connectés, oui, mais. Oui, mais quoi, me direz-vous, à juste titre? Eh bien, dans ce oui, mais, il y a toutes les aspérités, toutes les frictions, tous les poils à gratter, les cailloux dans la chaussure qui viennent ralentir les projets de transformation de territoire, qui viennent brider les initiatives, émousser l'enthousiasme des porteurs de projets. Dans ce oui, mais, nous allons trouver un petit peu tout. Il y a la conception des projets, il y a l'accompagnement de projets, le financement, le cadre légal et réglementaire, la nature de l'offre proposée aux collectivités, la perception des élus et des services, les a priori, le manque d'informations. Bref, pour essayer d'y voir plus clair dans cet inventaire à la Prévert des difficultés qu'on peut trouver dans les projets territoires connectés et durables, donc tels que je voulais brièvement dresser, nous allons avoir autour de la table les meilleurs et les meilleurs intervenants sur ces sujets pour en parler. Alors, Valérie, je vous les présente. Valérie Nouvelle qui va nous rejoindre sur la tribune, vice-présidente à la transition et adaptation au changement climatique du département de la Manche, auteur d'un rapport qui a été présenté récemment, donc ce sera l'occasion d'en parler. Si vous voulez bien, Valérie, prendre place. Séverine Renaud, vice-présidente numérique du département de la Loire, qui a été élue ces derniers jours vice-présidente de l'AVICA. C'est bien ça. Il y a 2 jours, voilà. Donc, Régis Banquet, qui est déjà en place, donc président du CIADN, membre du conseil d'administration de la FNCCR. Antoine Darod, responsable des investissements transition numérique de la Banque des Territoires, qu'on a entendu tout à l'heure avec une intervention sur le numérique souverain très intéressante et très pertinente. Philippe Legrand, président d'Infranum. Et Victor Denouvion, qui est président de Haute-Garonne Numérique. Bonjour Victor, si vous voulez bien prendre place. Alors, Valérie Nouvelle, c'est avec vous que je commençais, la première question sera pour vous. Le 12 octobre dernier, vous avez présenté dans le cadre des universités du THD la synthèse des recommandations extraites du rapport « Les territoires connectés et durables » dont vous avez présidé l'élaboration. Quelle était la commande politique de ce rapport commandé conjointement par Jean-Noël Barrot et Dominique Faure? C'est intéressant, justement, une commande conjointe de 2 ministres. C'est assez rare et ça mérite d'être souligné parce qu'en fait, là, on a donc un ministre, Jean-Noël Barrot, qui est sur des sujets numériques industriels et puis une ministre, Dominique Faure, qui est en charge des collectivités locales. Et donc, très logiquement, la mission... Voilà ce qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont dit, écoutez, il y a une filière industrielle française qui en fait, déjà travaille beaucoup sur les territoires, mais on aimerait, en fait, qu'elle puisse monter en puissance, cette filière, qu'on ait un vrai plan d'industrialisation des territoires connectés. Et puis, en face, il y a des territoires avec des besoins, des élus qui agissent tous les jours pour leurs concitoyens. Eh bien, regardez les deux, mettez-les en regard et dites-nous si ça match ou pas, pour porter en fait une réindustrialisation de la France et puis le développement d'usages numériques qui ne soient pas des usages gadgets, mais des usages utiles pour nos concitoyens chaque jour. Voilà la commande des ministres. Alors, quelles sont les différentes catégories de problèmes qui freinent le développement, un développement plus massif des territoires connectés et durables? Ce serait bien d'avoir votre vue d'hélicoptère avant de rentrer un peu plus dans le détail. Oui, alors déjà... Il y a un premier point, c'est que les industriels, c'est l'ingénieur et l'élu qui vous parlent à chaque fois. En fait, quand un industriel vient voir un maire, on l'a évoqué ce matin, d'une commune de 1000 habitants, 500 habitants, et puis qui lui dit on va développer un territoire connecté, il ne sent pas une lueur d'intérêt dans le regard de l'élu qui est en face de lui. Et c'est bien normal. Parce qu'en fait, les préoccupations des élus des territoires, elles sont toujours les mêmes. C'est d'améliorer le quotidien de nos concitoyens, de leurs habitants. Donc en fait, ils ont cette attention. C'est ça qui est dans leur ADN, c'est ce qui motive leur engagement. Donc il n'y a pas en fait de lecture vraiment des préoccupations numériques par les élus. Leur prisme, c'est l'humanité, c'est la personne. C'est la clé d'entrée.
Et au milieu de tout ça, donc ça c'est un point important, parce que ça veut dire qu'un des freins, c'est qu'on ne sait pas encore bien se parler entre industriels et territoires pour développer des usages connectés. Donc ça a été un premier levier fondamental. Et puis, il y a un autre frein aussi, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est l'aspect de la gouvernance de la donnée. Le sujet de la donnée, c'est pareil. Dire à un élu, on en parlait avec Patrick Chaise, on va avoir un projet de territoire sur la donnée. Ce n'est pas quelque chose politiquement que vous annoncez pendant une campagne électorale, faut se le dire. Par contre, la gouvernance de la donnée, être effectivement, avoir maîtrisé ces données au service des politiques publiques, ça c'est quelque chose qui intéresse les élus. Et un des freins, c'est qu'effectivement, on voit la nécessité de cette donnée, mais pour le moment, ça reste, vous voyez, un concept qu'on a du mal à s'approprier. On en a parlé ce matin. Ça, c'était un des freins. Donc, le dialogue, cette maîtrise de la donnée, puis pour les industriels, elle est extrêmement intéressante aussi. C'est parce qu'en fait, eux qui travaillent en France entière, il faut qu'ils puissent développer des marchés sur tous les territoires sans se heurter, quand ils arrivent dans un territoire, à la spécificité de la donnée qui n'est pas, en gros, calibrée pour leur permettre de continuer à développer le territoire avec les politiques. Donc ça, c'était un frein important. Et puis, un frein aussi sur l'acceptabilité. On aura beau être brillant élu industriel pour développer des usages numériques, si en face nos concitoyens ne s'en saisissent pas, s'ils n'en voient pas l'intérêt pour leur vie de tous les jours, on aura perdu. Et donc il y a un regard particulier aussi à porter sur l'usager. Et ça, c'est un des freins, c'est qu'on le regarde souvent comme quelqu'un qui ne maîtrise pas le numérique, qui a besoin d'aide, mais pas comme un producteur de données, quelqu'un qui va effectivement être au centre de nos préoccupations, de la conception des solutions. Donc ce positionnement de l'usager est important. Et puis, après, il y a des freins sur le modèle. Alors, je dirais plutôt sur le modèle économique que sur le financement. On en parlera, c'est qu'on n'est pas au bout de l'exercice côté industriel pour être capable de dire à un territoire, quand il développe une solution d'usage numérique, quel va être le retour pour lui sur investissement, comment est-ce que ça va en fait équilibrer financièrement sa politique. On reviendra dans le détail sur tous ces points. Effectivement, l'idée, c'était de donner un premier panorama un petit peu global. Je me tourne vers Régis Banquet, donc avec le projet Symphonie. Vous êtes l'un des 5 lauréats de l'appel à projet Territoires connectés et durables, porté et cofinancé à hauteur de 50% par France 2030. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà des grandes lignes du projet pour qu'on sache après de quoi on parle lorsqu'on va chercher toutes les petites aspérités, les oui mais dans ce développement de territoire? Alors, d'abord, un grand merci à l'État de nous avoir choisi comme territoire quelque part d'expérimentation pour ces usages numériques et l'apport financier que ça amène au territoire pour mettre en place tous ces usages. Et juste une petite parenthèse sur Symphonie. Symphonie, pourquoi? Parce que bien, c'est une multitude d'acteurs que nous avons fédérés, publics, privés, pour s'engager dans une même démarche pour être au service du territoire. Alors, plusieurs axes de développement. Un, parce que nous avons été touchés, et j'ai une pensée pour nos amis du Pas-de-Calais, du Nord, etc., qui subissent aujourd'hui une catastrophe climatique avec des inondations, etc., eh bien, nous avons été touchés. Et donc, la résilience du territoire, pour nous, elle est importante. Et donc, le numérique va nous y aider à travers bien des objets connectés, des caméras, etc., que nous allons placer, par exemple, pour éviter ou détecter rapidement les départs d'incendie, détecter et avoir en direct les événements climatiques concernant les inondations, etc., pour bien mieux appréhender l'événement, que ce soit en direct, au moment où il se passe, ou ensuite pour bien l'étudier et garder sa mémoire, de façon à ce que le territoire puisse avoir les moyens bien de se projeter sur l'avenir en sécurité, quelque part. Donc, c'est cette résilience-là. Ensuite, il y a tout le volet que je qualifierais d'accompagnement vis-à-vis de ce qui a été dit, des services, je dirais vis-à-vis du citoyen, avec les communes, que nous allons inciter, et en particulier les petites communes, justement, pour amener des services à leur population avec des objets connectés, des bâtiments connectés pour les économies d'énergie, etc., de façon à ce que là aussi, le citoyen constate et touche du doigt réellement ce que peut apporter le numérique dans une collectivité, quelle que soit sa taille et quel que soit quelque part son engagement vis-à-vis de la transition climatique. Et puis ensuite sur le développement économique aussi, où nous allons travailler avec
je dirais des gestions portuaires, etc. Et par exemple sur la gestion de l'eau vis-à-vis de l'agriculture pour bien évidemment éviter de gaspiller l'eau, puisque l'eau chez nous on la compte à la goutte près pour irriguer que ce soit les vignes ou autres. Donc voilà. Un engagement multifonctionnel, de façon à ce que bien, tout le spectre, je dirais, que l'on peut toucher avec le numérique soit accompagné dans le département de l'Aude aujourd'hui, et que toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, puissent se projeter sur l'avenir. Merci pour ces précisions. Séverine Reynaud, vous êtes également lauréate de l'appel à projet territoire intelligent et durable. Donc, avec le projet Loire Connected, je vous demanderai le même exercice qu'à Régis Banquet, d'écrire un petit peu le projet pour qu'on voit après où ça peut coincer, quelles ont été les raisons de ces petites contrariétés que vous avez pu subir. D'accord, merci déjà pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors, je vais partir de quelques constats, en fait, et je rejoindrai Valérie dans ce qu'elle a décrit dans sa prise de parole. Le projet, en fait, il naît du constat que le territoire de la Loire est un territoire très vieillissant, et un peu plus qu'au niveau national. Donc c'est vraiment un fait particulier. Il vient aussi du fait que c'est un territoire où le revenu moyen par habitant est très modeste. Et il vient d'un autre constat aussi, et d'un fait, où on a déjà, grâce au syndicat du ciel, donc d'énergie de la Loire, expérimenté beaucoup de choses dans l'éclairage intelligent, les routes connectées, la gestion des bâtiments, la gestion énergétique des bâtiments, et, les mobilités, etc. Et qui a un vrai besoin de passage à l'échelle, vraiment, de déployer sur le territoire. Donc, ce projet, en fait, il a 3 ambitions. La première, c'est un démonstrateur avec le bailleur social Loire Habitat, sur lequel on fait notre projet, sur son patrimoine, autour de l'autonomie et la gestion énergétique dans le logement social. La question qui s'est posée, alors j'ai la chance d'avoir un grand-père qui a 100 ans à Marseille et qui m'a beaucoup inspirée, enfin du moins ma mère, qui essaye de se dépatouiller avec le maintien à domicile de mon grand-père. Et du coup, c'est comment on sécurise ce maintien à domicile des personnes fragiles, qu'elles soient dans le champ du handicap ou vieillissantes, et comment on fait baisser la facture énergétique dans le logement social. C'est une préoccupation de nos concitoyens majeure. Et comment on traite cette donnée, et comment on va traiter aussi toutes les données générées par les autres usages, donc j'ai cité quelques-uns au préalable. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est ce passage à l'échelle, donc de toutes ces expérimentations qui ont été menées sur le territoire et qui sont arrivées à maturité pour le faire. Et voilà, donc c'est les ambitions de ce projet. Donc pour ce faire, on a fait un consortium en ce qu'on appelle en triple hélice. Alors je ne connaissais pas le terme avant le sujet, mais je trouve que c'est assez joli, puisque nous avons des collectivités. Donc le département est chef de file, hein, il est pilote du projet. Le ciel nous accompagne et on a la chance dans la Loire, et c'est un des constats que j'aurais pu dire, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on est très avancé sur les infrastructures, fibre, mais aussi bas débit, avec le réseau ROC 42 qui est en fin de déploiement à l'échelle du département. On a donc Loire Habitat, comme je l'ai cité, qui est le bailleur social départemental et qui est le lieu où nous allons faire justement ce projet, nous réalisons ce projet. Mais on a souhaité aussi travailler avec le monde académique, c'est-à-dire l'école des mines, Télécom Saint-Étienne, pour tout ce qui est recherche et développement. Et on travaille également avec l'IRUP pour tout ce qui est innovation sociale. Et le monde économique, parce que je pense que c'est le triptyque gagnant, avec la société URBS, qui est une start-up ligérienne qui nous a déjà créé une plateforme de territoire pour l'analyse énergétique des bâtiments ligériens, la vacance, qui est une aide à la décision énorme pour les élus que nous sommes, et qui va développer donc l'hyperviseur de territoire.
Et puis la société Carnot qui fait des chaudières numériques et des radiateurs ordinateurs. Donc on imagine un chauffage qui est en réalité un ordinateur avec un calcul déporté et qui va alimenter le chauffage, le ballon d'eau chaude dans le logement social et donc diminuer drastiquement la consommation énergétique. Voilà. Sujet très original, donc effectivement. Victor Zenovian, vous me disiez en préparant ce débat qu'on a presque tous les ingrédients nécessaires pour faire éclore une démarche territoire connecté et durable. Pour ce qui est du financement des projets de territoire, vous suggérez la possibilité de recourir à une démarche de type DSP et vous sollicitez également un cadre réglementaire adapté pour déployer sur tous les territoires des RIP 3G. Alors comment, à votre avis, cela stimulera l'éclosion des projets ? Bien, d'abord merci pour votre invitation. C'est vrai que nous on est sur un territoire de la Haute-Garonne assez particulier puisqu'on déploie sur notre RIP la fibre optique donc sur un territoire à la fois urbain, périurbain, rural et de montagne. On arrive à la fin du déploiement. Et maintenant, on est sollicité par nos territoires sur cette question des territoires connectés. Alors, quand je dis on est sollicité, c'est à la fois vrai, c'est à la fois faux, parce que clairement, Valérie Nouvel en parlait, il y a aussi cette question d'acculturation des territoires connectés. Demain, on peut très bien porter un projet de territoire connecté et durable, clé en main, de le proposer aux élus. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ils aient l'idée d'abord de s'en saisir et que si on leur demander quels étaient leurs besoins, ils soient en capacité de nous dire nous on a besoin de ça, de tels moyens. Et je pense que cette question-là d'acculturation autour des territoires connectés, elle est essentielle et on ne peut pas passer outre. Et je parle des élus, mais quand on va voir les habitants, les citoyens, alors là, c'est carrément un sujet qui n'existe pas. C'est filmé, mais j'espère que ce ne sera pas trop diffusé. Je suis actuellement en campagne électorale sur ma commune. Ça ne sortira pas des réseaux sociaux, vous inquiétez pas. Parfait. Je ne cite pas la commune, comme ça, on ne va pas m'imputer l'organisation sur un frais de campagne. Je ne cite pas la ville. Mais sur le terrain, je n'ai pas une personne qui m'a parlé de numérique. Et alors, peut-être si de la fibre, parce que les dernières maisons connectées. Ça n'arrive pas. Et que, voilà. Mais territoire connecté, non, c'est pas un sujet. Et donc, il y a cet effort-là à faire. Alors, nous, au syndicat de Garonne Numérique, on a les outils pour. On a nos points hauts, on a notre réseau. On est en train de faire une feuille de route au niveau du conseil départemental qui a l'ambition d'avoir une Haute-Garonne connectée et durable. L'idée, c'est de coopérer entre les acteurs et l'aménagement du territoire pour donner du sens et de la complémentarité entre nos réseaux. Il manque encore de la méthode. Il manque de la méthode, un cadre sécurisant pour porter et lancer ces projets sans crainte de choix techniques non réversibles ou une perte de contrôle. C'est important aussi à souligner. Et puis, il y a plein de sujets aujourd'hui sur lesquels il nous faut aller. J'entendais la question de l'énergie, mais aussi la question de l'eau, sur lesquels il nous faut aller avec ces territoires connectés et durables. Et puis, enfin, il y a encore des réglages importants du côté du public, du côté industriel, pour voir émerger des modèles durables et valables. La démarche de fabrique des territoires ou les expériences de standardisation pourraient être un début de réponse. D'ailleurs, c'est ce qui a été proposé ici. Il y a également le modèle de DSP comme vous en parlez dans votre introduction, qui est à étudier. Pourquoi pas ? Je pense qu'il ne faut pas non plus se fermer les portes sur ce sujet qui est relativement nouveau pour les collectivités. Sur le modèle des RIP, le DSP, c'est un petit peu ça l'idée de financer, de déléguer des projets complets ou des verticales en fait. Comment voyez-vous les choses ? Est-ce que vous avez une... Je pense qu'il ne faut pas fermer la porte sur le modèle. Aujourd'hui, moi, je ne prétends pas avoir la réponse à apporter sur le modèle idéal, parce qu'aujourd'hui, la réglementation n'existe pas, donc il faut aussi inventer, il faut peut-être sortir de nos schémas. Donc je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je pense qu'il ne faut pas se fermer de porte. Ouais.
Antoine Darroze, vous m'expliquiez en préparant cette table ronde qu'un des problèmes des projets de territoires connectés et durables, c'est qu'on embrasse des verticales trop larges. Alors, est-ce un problème parce qu'on n'arrive pas à tout faire lorsqu'on brasse trop large ou parce que cela se fait au détriment d'une vision plus globale des projets ? Ce que l'on a constaté à la fois en tant qu'investisseur, parce qu'on investit quand même plus d'1,5 milliard dans le numérique dans les territoires, mais également en tant que mandataire des programmes France 2030 et notamment des lauréats qui sont là, c'est qu'on avait eu une approche trop souvent globale de la smart cité, des territoires connectés. Or, en fait, c'est un peu comme le numérique. Le numérique en soi, ça n'a pas de sens. Territoire connecté, c'est pas un projet. Je veux dire, ça n'a pas de sens de connecter un territoire. Il peut être beau et agréable à vivre, mais connecté, ça n'a aucun sens. Et en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il est connecté pour faire quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est ce quelque chose. Et que on ne peut pas avoir un projet de territoire en disant juste je veux que mon territoire il soit connecté. Je veux que mon territoire il soit plus économe, qu'il soit plus durable, qu'il sache faire face aux défis climatiques qui arrivent et améliorer l'efficacité de la gestion de mes véhicules, du chauffage dans mes bâtiments publics, diminuer les coûts d'énergie pour que je puisse continuer à faire fonctionner la piscine municipale. Et donc là, après, on se demande, OK, comment on va utiliser le numérique pour atteindre cet objectif ? Et du coup, ça nous amène à peut-être envisager, au moins à repartir d'une vision peut-être un peu plus silotée, mais de se dire, la personne qui est en charge des déchets dans le PCI, là, en quoi le fait d'avoir un outil numérique, d'avoir des poubelles qui sont connectées, est-ce que ça peut l'aider à améliorer son objectif à lui ? Celui qui gère l'énergie et qui voit la facture d'énergie de la collectivité exploser, en quoi il peut se dire, finalement, le fait d'avoir tous mes bâtiments et chaque pièce connectée avec un hyperviseur, en quoi ça peut m'aider à améliorer le truc. Et donc, en fait, on retrouve du sens quand on part d'un besoin d'une personne qui est, d'un collaborateur d'une collectivité, qui est face à un défi qui est assez sectoriel. Et c'est un peu toute la difficulté de se dire, j'ai une approche globale de smart cité, de territoire connecté, qui est sans doute nécessaire, parce qu'à la fin, il va falloir harmoniser tout ça. Mais n'oublions pas qu'on part à la base, le numérique et la connectivité n'est qu'un outil pour répondre à des besoins qui sont différents. Et c'est pour ça que ce qui est très bien dans les premiers exemples de France 2030, c'est qu'on voit qu'on a des cas d'usage très différents qui ne sont pas appréhendés de la même manière selon que c'est la personne qui gère l'eau, la personne qui gère l'énergie. Alors après, on ne va pas inventer à chaque fois des datas spécifiques et une hypervision spécifique pour chaque secteur, mais n'hésitons pas à repartir un peu en silotage, quitte après à réenvisager une harmonisation globale. Alors je sais bien que c'est un peu contre-intuitif parce qu'on avait tendance à dire qu'il faut appréhender le truc globalement, mais en réalité, partons des usages et des besoins des gens au quotidien et des gens dans les collectivités. Parce que les usagers finaux, peut-être qu'un jour, on verra l'intérêt qu'il y a à ce que leurs territoires sont connectés. Aujourd'hui, les territoires connectés, ça intéresse surtout pour l'action publique des collectivités. Et c'est là où il peut y avoir des quick wins et des gains assez rapides. Quelle est la traduction de ce constat dans votre politique d'accompagnement de projets territoires ? C'est justement d'aller peut-être vers des verticales, plus vers des verticales que des projets qui ont la prétention d'être globaux ? En tout cas, il faut qu'on commence à montrer des exemples très précis, très concrets, très simples, basiques, qui fonctionnent dans certaines collectivités, et on en a là, pour qu'après, elles puissent faire des petits ailleurs dans d'autres collectivités, parce que c'est quand même tout l'objectif de France 2030. Et puis après, se posera la question, mais peut-être dans un deuxième temps, de se dire comment on arrive à englober tout ça. Alors, est-ce que c'est des DSP, est-ce que c'est d'autres formes ? Et notamment pour le financement, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que ça peut faire peur, le financement de cette connectivité, mais par exemple, sur l'énergie, sur l'économie qu'on fait sur l'énergie du chauffage de certains bâtiments, ça peut être rentabilisé en 18 mois,
en 2 hivers. Et donc, il y a peut-être une question de comment on arrive à financer ça. Et là, la Banque des Territoires, on y réfléchit beaucoup. Comment on peut arriver à financer de futures économies liées à ces investissements nouveaux. Mais on n'a pas encore suffisamment de recul pour arriver sur ce schéma global. Je ne suis pas sûr que ce sera la DSP, parce que ça se discute, hein, mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez évolutif, où on ne sait pas exactement les gains qu'on va avoir. Et est-ce que la DSP sera suffisamment souple? C'est pas évident. Peut-être qu'il faudra envisager d'autres modèles de financement. Mais j'ai pas le sentiment que le financement soit un véritable sujet ou que ce soit totalement un obstacle d'irrilement. D'abord, essayons de bien voir sur quelques exemples simples qu'est-ce qu'on arrive à gagner avec un territoire connecté en économie, en efficacité, sur les poubelles, sur le chauffage, sur la circulation, sur la gestion de l'eau, sur... Donc, cas d'usage, retour d'expérience avant tout. Séverine Reynaud, vous avez décrit tout à l'heure la façon dont vous avez initié votre projet avec un consortium d'acteurs à la fois du monde académique et du monde économique. Vous avez été confronté par la suite à une demande de remboursement de cette phase sous prétexte que l'objet de la recherche qui avait été mis en place avec Mines Saint-Étienne, donc qui allait déboucher sur la mise en place d'une box des fragilités, allait être commercialisé. Donc, pouvez-vous nous expliquer comment ça s'est passé? Quel a été l'impact de cet imprévu dans le projet? Parce que c'était un montant non négligeable qu'on demandait à Mines Saint-Étienne de rembourser. Là, on rentre un petit peu dans les embêtements des projets. J'espère que je ne vais pas me fâcher avec la Banque des Territoires. Hein. C'est pas bien, ça. Oui, alors permettez-moi quand même de rebondir sur ce que vient de dire Antoine et qu'avait abordé Victor sur la DSP, juste avant de vous répondre. Nous, enfin, le département, le Conseil départemental de la Loire possède le RIP première génération qui date de 2005, donc qui arrive à échéance à 2025, le 11 juillet exactement. Et donc on s'est posé la question, parce que ma problématique d'élu, moi, c'était comment j'amène les services à haute valeur ajoutée que je vais amener à mon territoire financièrement. Sachant que les départements n'ont plus de fiscalité directe, que les DMTO chutent grandement en ce moment. Donc c'était toute cette problématique et on a envisagé effectivement l'outil DSP, mais pas que. Et alors je peux en parler maintenant, on le vote la semaine prochaine. On va faire une régie réseau, donc on va récupérer notre réseau en propre, parce que c'est le moyen de nous amener financièrement les redevances et les recettes nécessaires qui seront réinjectées au département pour alimenter le SDAN, donc notre schéma directeur, puisqu'on porte le SDAN, hein, le conseil départemental, et qui va alimenter un deuxième véhicule dont on n'a pas encore la forme juridique, qui pourrait être une régie, mais qui pourrait être aussi un GIP, je ne sais pas encore. En tout cas, il faudra que ce soit très souple. Parce que la DSP, pour nous, manquait de souplesse. Et ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui, on le connaît, mais on ne sait pas ce qu'il y aura dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que le délégataire qu'on a choisi sera à même de le développer, de s'en saisir, etc. Donc, juste, voilà, c'était pour rebondir, parce qu'il y a ce problème de moyens et de flexibilité pour s'adapter aux besoins du territoire dont on est en charge. Voilà. Alors, pour revenir... au caillou dans la chaussure. Effectivement, on a dans l'appel à projet, la recherche et le développement est financé à 100%. Donc, ce qui est bien quand on travaille avec l'école des mines notamment et Télécom Saint-Étienne, parce que c'est souvent les moyens qui manquent sur cette recherche. Donc, je sais que c'était une des choses quand on faisait nos premiers copiles qui plaisait beaucoup à l'école des mines, de pouvoir être financés. Et ils sont partis en se disant bon, ben, nous on n'a pas les moyens, mais là à ces conditions-là, effectivement, on peut et on veut s'engager. Bon, il s'est avéré qu'on a eu la réponse il n'y a pas très très longtemps, parce qu'il y a une suspicion, je ne sais pas si c'est une suspicion de commercialisation de cette box des fragilités qui est développée par l'école des mines et qui va reverser ces données dans un lac de données et qui seront bien sûr traitées par l'hyperviseur pour l'aide à la décision, pour un observatoire, etc. Était vu comme un outil qui pouvait être commercialisé, ce qui n'est pas du tout envisagé. Et donc on nous demande un remboursement de 121 000 €, donc ce qui pose quand même, ça fait un frein. Alors 120 000 € à l'échelle
l'échelle d'un projet de 3 millions, on peut se dire c'est pas grand-chose, mais pour Mines Télécom, c'est beaucoup. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué. Donc on essaye on travaille pour voir comment on peut faire, et on se demande même si on va pas commercialiser du coup. Voilà, ça peut être une solution qui va être qu'on envisage. On n'a pas encore la réponse, mais c'est vrai que ça a été un petit caillou dans la chaussure. Voilà. Merci. Régis Banquet, la base d'un territoire connecté, c'est la fibre optique. Sur ce point, vous avez souvent eu à batailler avec Orange, notamment au sujet de la complétude des zones AMI. Il y a 2 jours, il y a eu un accord entre 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus exactement, mais un accord entre le gouvernement et Orange sur ce sujet, donc pour la complétude des zones AMI. Est-ce que cela règle la question pour vous, ou est-ce qu'il y a encore des sujets de friction, puisque j'ai entendu des réactions d'élus qui semblent assez sceptiques par rapport au terme de cet accord? Alors, avant de vous dire si ça règle la question, moi je vais vous dire ma façon de penser, qui n'est peut-être pas partagée par tout le monde, mais je pars du principe que quand on déploie une infrastructure nationale, on en est propriétaire. C'est ce que j'ai fait dans mon département. Et donc, le réseau d'initiative publique, il est propriété de la collectivité. Et donc, je peux en faire quelque part ce que je veux, et je le confie en tant que service public à des opérateurs privés qui me payent des redevances pour réaliser des services vis-à-vis de mes concitoyens, des services utiles. L'erreur stratégique de l'État, c'est d'avoir permis à un opérateur d'avoir à la fois le service commercial et à la fois le déploiement de l'infrastructure. Et aujourd'hui, on le paye parce que, bien dans les zones AMI, il y a un paradoxe terrible. Moi, je déploie des prises qui me coûtent 10 000 € la prise dans des territoires ruraux extrêmement reculés, et Orange n'est pas capable de déployer des prises à 300 € dans la ville de Carcassonne ou dans la ville de Narbonne. Et aujourd'hui, je me trouve avec des entreprises qui ne sont pas connectées, des gens qui ne peuvent pas faire du télétravail dans des zones agglomérées, et c'est un scandale. Pour moi, c'est un scandale parce qu'Orange avait pris des engagements pour terminer ce déploiement en 2020. Ce n'est pas fait. En 2025, nous aurons terminé. Nous, quand je dis nous, c'est au niveau national, au niveau des RIP. Ce sera terminé et on pourra décommissionner le cuivre. Où en serons-nous malgré cette, je dirais, bonne nouvelle quand même, quelque part, qu'on sanctionne un petit peu. Je suis un fonctionnaire des finances. Notre devise, c'était la confiance n'exclut pas le contrôle. Et quand le contrôle est là et qu'il s'aperçoit qu'il y a une faute, il y a sanction. Et cette sanction, ça fait des années qu'elle aurait dû arriver pour de multiples choses. Ça n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, elle y est. Tant mieux, je m'en réjouis. Mais 26 millions d'euros, je vous le disais tout à l'heure, pour une entreprise comme Orange, c'est comme nous quand on prend 15 € pour un stationnement en ville. Donc je ne suis pas sûr que ça change beaucoup de choses dans la politique d'Orange. Surtout que Orange, apparemment, va attaquer cette décision au Conseil d'État. Donc moi, je ne suis pas sûr que ça règle le problème. Mais au moins, on a une petite réaction de l'État, quelque part, qui... avec sa petite baguette qui est pas très... C'est pas un grand bâton, hein, c'est une petite baguette où on tape un petit peu sur Orange pour essayer de faire changer les choses. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas assez sévère avec l'opérateur parce qu'il y a en France énormément de villes moyennes qui sont aujourd'hui, et des communes qui sont dans la première couronne de ces villes moyennes, qui sont aujourd'hui non déployées, et les élus sont confrontés à des ressentis de la population qui sont terribles. On approche d'élections et quelque part, à un moment donné, il y aura des incidences aussi politiques là-dessus. Et je trouve que Orange a été un peu léger, à la fois dans ses engagements et dans la façon dont il a conduit son projet. Donc j'espère que le sursaut de l'ARCEP va être salutaire pour nous. On verra. Et j'espère que le gouvernement essaiera d'être un peu plus, je dirais, ferme vis-à-vis de l'opérateur. Il y a aussi un autre sujet, c'est sur l'évolution du prix des locations des fourreaux. Comment ce sujet impacte-t-il votre projet ? Il l'impacte parce qu'aujourd'hui, Orange propose, plus ou moins pour mars 2024, je crois, une augmentation de 16% de la location de ces fourreaux. Bon, que la location des fourreaux augmente, je dirais,
selon le coût de la vie ou de l'inflation, ça peut paraître normal. Mais des grands sauts comme celui-là, ils vont impacter à la fois bien tous les opérateurs, ça va impacter in fine celui qui a sa connexion Internet chez lui. On va augmenter son abonnement fatalement parce que à un moment, il faut équilibrer les comptes et donc tout va être répercuté quelque part sur le bout de la chaîne. Le bout de la chaîne, c'est l'usager Internet. Et donc, moi, je trouve que cette augmentation est exagérée et elle va mettre quelque part en difficulté, je dirais, tous les équilibres. Ça a été dit à la fois des RIP, à la fois d'autres opérateurs qui aujourd'hui utilisent les fourreaux d'Orange pour passer la fibre. Donc, si l'État avait la bonne idée de ces 26 millions, de nous les donner pour, quelque part, peut-être payer cette augmentation, peut-être ça nous servirait. Bien, moi je propose à l'État de nous donner ces 26 millions pour équilibrer nos RIP et, quelque part, nous aider à équilibrer les augmentations que nous impose Orange. C'est une bonne suggestion, c'est bien noté. Merci. Philippe Legrand, vous représentez quelques 220 adhérents qui sont des industriels du numérique, engagés pour beaucoup dans la transformation numérique et écologique des territoires. Alors, est-ce que la construction de ces territoires connectés et durables est-elle pour vous un long fleuve tranquille ou bien il y a des remous, des cascades, voire des eaux stagnantes? Et je change un petit peu de métaphore, de cailloux dans la chaussure, etc. Donc, comment vous voyez ça de votre fenêtre? Oui, merci Ariel. Un long fleuve tranquille. Un long fleuve tranquille, j'aimerais bien. C'est loin d'être le cas, mais c'est loin d'être le cas dans l'industrie des communications électroniques. Et depuis le début, et c'est tant mieux parce qu'on a la chance de vivre des époques formidables qui se succèdent et s'enchaînent. Et la meilleure preuve, c'est le dynamisme, l'innovation dans les territoires, sur les territoires connectés et durables, qui font l'objet aujourd'hui d'une belle table ronde organisée par la FNCCR et qui font aussi l'objet de mobilisation dans les territoires. Je rappellerai, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que le 16 novembre prochain, nous organisons avec la FNCCR et avec Smart City Mag les ateliers du Smart City Tour. Et cette fois-ci, ça sera dans le pays de Caux, après le très beau succès de celui de Granville dans la Manche récemment. Nous avons besoin, vous le voyez, pour que ça ne soit pas, que ça soit enfin un long fleuve tranquille, nous avons besoin de décliner une stratégie sur plusieurs aspects, à savoir le fait d'outiller, que le territoire puisse être outillé de façon à appréhender ces nouvelles problématiques, partager ce qu'on fait aujourd'hui, avoir des retours d'expérience et des bonnes pratiques pour ensuite pouvoir industrialiser des modèles qui marchent. Mais pour répondre à ta question, Ariel, non, ce n'est pas un long fleuve tranquille parce que nous sommes au début de quelque chose. J'ai l'impression de connaître ce que nous avons vécu il y a peut-être 20 ans lorsque les collectivités se saisissaient, s'emparaient du sujet de l'aménagement numérique du territoire. Mais on a une chance inouïe en France, une chance que n'ont pas les autres pays, c'est qu'au niveau de la capacité que nous avons à nous organiser, nous avons déjà 10 ou 20 ans d'avance du fait de ce retour d'expérience sur le déploiement des infrastructures numériques filaires à l'initiative des collectivités. Les syndicats mixtes ou les syndicats de collectivités qui réunissent les communes et les départements sont un outil formidable pour appréhender ces projets de territoires connectés. Il nous faut nous en servir absolument et capitaliser sur notre capacité à avoir des approches mutualisées à des échelles territoriales pertinentes. C'est une condition sine qua non que nous avons déjà. Il y a déjà les compétences, les organisations et la volonté de coopérer. C'est un gage de succès. Et maintenant, pour qu'on puisse aller un peu plus loin, il faut aller au-delà de cela, au-delà de la réflexion. Et je voudrais rebondir sur les propos d'Antoine Darod, auquel je souscris bien entendu, on ne contredit jamais son banquier, en apportant peut-être une précision, qui est que, oui, le problème principal auquel nous faisons face, c'est le temps d'incubation des projets, et leur réplicabilité, le passage à l'échelle, l'industrialisation. Et ça milite évidemment pour travailler sur des verticaux pertinents, sur lesquels on a des retours sur investissement très courts, des retours sur investissement qui ne sont pas que économiques. Alors les retours sur investissement économique, quand on est sur de l'éclairage public, de la gestion de l'eau, de la gestion de la collecte des déchets, Antoine évoquait 18 mois, on a des projets dans des communes à 6 mois, sans problème.
gestion de détection des fuites d'eau, amélioration de la consommation énergétique, de l'éclairage public. Enfin, vraiment, les retours sur investissement sont extrêmement faibles. C'est peut-être parce que nos entreprises, et je les invite à réfléchir à ça, ne facturent pas assez cher la qualité de leurs travaux et de leurs prestations. Mais en tout cas, le retour économique, il est extrêmement rapide. Mais il y a d'autres dividendes. Le dividende économique, c'est une chose, mais il y a un dividende sociétal à côté duquel il ne faut pas passer. En matière, bien entendu, d'inclusion, je pense que Séverine Reynaud l'a parfaitement illustré avec le projet qu'elle porte, l'un des projets qu'elle porte, mais aussi en matière de démocratie participative, puisque ces outils de ville intelligente permettent de mieux co-construire, co-concevoir et co-vivre la vie en ville, enfin ville au terme général, hein, dans les territoires. Donc il y a quand même un dividende sociétal, et je ne vous rappellerai pas à quel point il est nécessaire de capitaliser sur ce dividende et d'en tirer la substantifique moelle. Et enfin, il y a, et surtout, et avant tout, un dividende environnemental. Quand on parle des sujets que j'ai évoqués et qu'on y rajoute les questions des mobilités, évidemment, le dividende environnemental est très très fort. Voilà pourquoi il me semble que le passage sur les cas d'usage pertinents est indispensable, à condition de préparer l'avenir. Le temps d'incubation de 4 ans sur un projet public n'est pas acceptable si on veut avoir une industrialisation nationale et une approche totale. Donc les socles, et d'ailleurs Antoine les a rappelés pour moi, c'est les deux principaux, hein, la gestion de la donnée et l'hypervision, les deux socles de transversalité primordiaux et qui sous-tendent les projets de territoires connectés doivent être appréhendés dans une logique de réplicabilité dès le premier vertical, dès le premier projet, la data et l'hypervision, qui sont d'ailleurs très liés. Et ces deux sujets-là, quand vous lancez votre premier vertical pertinent, surtout pensez-le, et pensez-le à terme, pour le coup d'après, pour ne pas avoir à subir vous-même, vous collectivités ou nous-mêmes industriels, ce temps d'incubation extrêmement long, fastidieux et coûteux de 3 ou 4 ans pour le moindre projet public. Je rebondirai également sur le modèle économique sous-tendu. On a parlé de DSP, on a parlé de régie. On a sous-entendu peut-être que les PPP pouvaient être aussi une formule du fait de la complexité et de l'évolutivité des projets de collectivité. On a eu les 3 cas de figure. Je n'ai pas de modèle prédéterminé. Le seul modèle, en tout cas, qui me semble important de préserver, enfin, en tout cas, quel que soit le choix du modèle, ce qui me semble important de préserver, c'est les conditions de succès qui ont toujours sous-tendu les projets d'aménagement numérique du territoire. Le triptyque, l'État, les collectivités, les industriels. C'est quand les 3 sont engagés que ça marche. Pas 2. Pas 1, mais les 3. Et ça, quel que soit le mode que vous choisirez, pensez bien que vous ne construirez pas seul, vous, collectivité, un projet, si vous n'avez pas une réponse industrielle et quelque part un investissement, une responsabilisation industrielle à vos côtés. La relation client-fournisseur ne marchera pas sur des projets d'une telle complexité, et le support de l'État avec le cadrage, et je pense que la mission de Valérie Nouvel en est une bonne illustration. L'implication de l'État est indispensable. Elle doit aller au-delà de cette mission, bien entendu, et prendre d'autres formes. J'espère que, et je crois que la NCT était présente tout à l'heure et doit l'être encore, j'espère que ça pourra se traduire par des réalisations et des orientations dans les prochaines semaines. Merci. Alors justement, ma question suivante est pour Valérie Nouvel. On voit que dans les risques possibles de ralentissement des projets, il y a une vision du numérique qui peut être un peu biaisée. On sait qu'aujourd'hui, les collectivités sont concentrées sur leur plan de transition vers la neutralité carbone. Comment leur expliquer que la transition écologique et la transformation numérique ne s'opposent pas, mais se complètent ? La transition en fait écologique, vous savez qu'elle est au cœur des politiques des collectivités aujourd'hui, parce qu'en fait, elle permet de répondre à ce qu'on évoquait tous ici autour de la table, c'est satisfaire en fait ces besoins de nos concitoyens chaque jour, tout en préservant les ressources. Donc c'est pour ça que la transition écologique, elle est au cœur des politiques. Alors les collectivités écrivent leur plan de transition, parfois avec beaucoup de difficultés parce que ça demande de la transversalité. Et le choix en fait que j'ai fait en portant la mission, je suis partie d'un certain nombre de postulats que j'ai soumis à l'ensemble des personnes que j'ai entendues en audition, en leur demandant ce qu'ils en pensaient, s'ils étaient d'accord ou pas, ce qu'ils proposaient. Et c'est vrai que j'ai mis d'entrée sur la table le fait que le numérique était un accélérateur de transition écologique. Parce que pour moi, ça reprenait le sens de tout ce qui se vit sur les territoires et de ce qui commence à être partagé sur cette table ronde. Donc vous voyez, je suis partie à l'envers par rapport à votre question. C'est-à-dire que moi, j'ai dit non. Et ça, pourquoi je l'ai dit? On prend des exemples simples qu'on connaît tous. On parlait là autour de la table de l'éclairage public.
c'est clair qu'en fait, quand vous avez un éclairage public qui est piloté, qui permet de moduler l'éclairage en fonction du trafic, de ce qui se passe sur la chaussée, forcément, vous avez un gain, en fait, et en matière de transition écologique, vous cochez un certain nombre de cases. Quand vous avez un département comme la Sarthe, qui en fait de la surveillance de son massif forestier avec un outil numérique, avec une IA qui en permanence compare en fait les images qu'elle enregistre pour voir si tout d'un coup, au milieu de tout le vert qu'elle voit passer, il n'y a pas un peu de gris de fumée en plein cœur du massif, et qu'en fait ça lui permet de gagner 10 minutes sur le délai d'intervention de ces sapeurs-pompiers. Il y a des pompiers dans la salle à tous les coups. Ils savent que 10 minutes sur un incendie, ça change tout. Parce que soit on attend le feu, soit on court derrière. Et quand on court derrière, c'est terminé. Donc vous voyez, il y a plein d'exemples. Et ça, c'est des exemples qui parlent aux élus, qui portent la transition écologique. Donc aujourd'hui, il faut sortir, ça a été évoqué, cette difficulté, le numérique, c'est techno, etc. La façon d'en sortir, c'est de tous communiquer à partir d'aujourd'hui sur le fait que c'est un accélérateur de transition. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Et dans la mission, je recommande de s'appuyer sur les scénarios transition 2050 de l'ADEME. Alors, en tant qu'ancienne administratrice de l'ADEME pour Département de France, je me suis aperçue que malheureusement, tout le monde dans le monde du numérique ne connaissait pas ces scénarios transition 2050, alors qu'en fait, ils sont extrêmement intéressants, puisqu'en fait, ils livrent à la réflexion des élus 4 scénarios pour atteindre la neutralité carbone. Et en fait, entre les 4, en gros, dans le premier, pour faire court, c'est... l'ADEME n'aimerait pas que je dise ça, mais c'est tout le monde donc dans une grotte avec une bougie. Et puis, sur le scénario 4, là, on est sauvé par la technologie. Et voyons, entre les deux, mais dans les différents cas, on atteint la neutralité carbone. Et ça... c'est plutôt rassurant pour les élus parce qu'en fait, ils se disent je peux conduire mon projet de transition écologique de différentes manières en tenant compte de mon territoire, de son historique, etc. Et l'ADEME a travaillé avec l'ARCEP pour justement faire un focus sur justement le numérique dans ces scénarios. Et ça, c'est extrêmement rassurant parce qu'en fait, elle l'a fait à un moment où justement les élus commençaient à se dire moi, transition écologique ou bien numérique, est-ce que c'est pas quelque chose qui va faire consommer de l'énergie, des matériaux et du coup qui va aller à l'encontre, hein. Et finalement, l'étude lancée par l'ADEME et l'ARCEP vient donner aussi un certain nombre de réponses. Et moi, en fait, je recommande dans la mission de s'appuyer sur ces scénarios. Je pense que pour, vous voyez, proposer des solutions numériques sur les territoires, vous pouvez vous appuyer sereinement dessus. Et puis, ce travail fait par l'ARCEP et l'ADEME, ce n'était pas juste une fois. Ils vont le reproduire d'année en année avec un observatoire. Et donc, on va pouvoir progresser sur, à chaque fois, cette évaluation des impacts du numérique sur les scénarios de transition. Mais vous voyez à travers les exemples qu'on a commencé à citer, avec des exemples économiques livrés par les territoires, que de toute façon, on sera bon en termes de transition en utilisant des outils numériques. Il ne faut pas en avoir peur. Je vais rebondir sur l'exemple du bâtiment. Quand toutes les collectivités sont soumises, on parlait des plans de transition, dans le plan de transition, on inclut le décret tertiaire. Donc tout le monde a pris son parc de bâtiments, l'a rentré dans la base opérate de l'État, s'est fixé des objectifs de rénovation de son bâti, changement des équipements de chauffage, etc. Et puis les derniers points là qu'on va devoir gagner pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, ils ne sont pas dans le bâtiment lui-même, ils sont dans son usage, dans son pilotage. Donc sans numérique, clairement, on n'y arrive pas. Donc ces exemples-là doivent à la fois nous rassurer sur ce lien, en fait, transition écologique et numérique, et au contraire être une motivation et un vecteur aussi de dialogue, hein, parce que ça, dialoguer auprès des habitants en disant le numérique peut apporter des solutions en matière de transition écologique, peut nous aider à atteindre les objectifs, c'est quelque chose, je pense, qui est beaucoup plus audible. Merci. Alors, Antoine Daron, le plan très haut débit sur lequel vous êtes intervenu depuis le début, sur différentes casquettes, hein, on ne va pas rappeler tout l'historique. Donc ce plan, on commence à voir la fin, donc on est un petit peu sur les dernières prises, même s'il reste encore pas mal de choses à faire. Est-ce qu'il faut maintenant un plan IoT pour parachever l'infrastructure nécessaire au territoire connecté et durable ?
Et faut-il parler encore d'infrastructure ou plutôt lancer ce plan sous le chapeau des services rendus pour emporter l'adhésion à la fois des élus, des services et des habitants? Alors peut-être sur le plan France Très Débit, moi j'ai toujours dit que c'était une première mi-temps. Hein. La deuxième mi-temps post-2022, le plan France Très Débit, c'était le très haut débit pour tous d'ici fin 2022, 80% de fibre. C'est ça le plan France Très Débit. Ouais. Pour aller à 100%, il y a une deuxième mi-temps qui est pas, qui à mon avis est beaucoup plus complexe que la première. Mais donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pour répondre au propos tout à l'heure de Régine Blanquet, je pense que il faut mettre le système sous tension. Je veux dire, si à un moment on est tous d'accord et que c'est extrêmement ferme qu'en 2030 on arrête le cuivre, ben on n'a pas de choix. Hein. Il va falloir bien apporter la fibre partout. Et là, et moi, ce qui me fait juste un peu peur, c'est qu'il y ait cette tentation de se dire, on va décaler un petit peu de 2, 3, 4, 5 ans. Alors là, on est parti dans quelque chose qui est extrêmement ferme. Si il est gravé dans le marbre qu'au 31 décembre 2030, il n'y a plus de lignes cuivre qui sont en fonctionnement, là, on va tous se mettre dans un pas et puis on va tous trouver des solutions à n'importe quel prix pour arriver à connecter tout le monde. Alors, est-ce qu'il faut un grand plan IoT ? Je ne crois pas en tant que tel un plan IoT. L'IoT, encore une fois, c'est qu'un outil, ça ne veut rien dire et ce n'est qu'un moyen. Donc, je pense qu'il faut effectivement beaucoup plus le prendre côté usage. Après, il y a, et ça a été bien souligné, il y a deux éléments essentiels d'harmonisation, peut-être de planification qu'il faut avoir. C'est, de notre point de vue, c'est la question de la donnée. Parce qu'une fois que vous êtes parti sur des schémas de données différents, les convertir, alors c'est extrêmement complexe. Ça génère des périodes de transition où on a énormément de problèmes. Donc effectivement, il faudrait qu'on ait au maximum le plus possible un langage commun sur, et encore une fois, sur les différents usages, qu'il y ait un type de données, un type de référencement de données. On l'a fait sur Grasse THD, avec bonheur et malheur, tout n'était pas parfait, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, on ferait bien d'en tirer les enseignements. Mais peut-être que ça a quand même permis d'harmoniser un certain nombre de choses, de parler le même langage, et donc de faire des comparaisons et des transmissions d'informations entre projets qui étaient beaucoup plus simples. Et là, on en a besoin parce que, on le voit bien, on est en train d'essayer d'identifier des startups d'usage justement de la donnée territoriale pour pouvoir répondre à des besoins, des pain points de collectivité. Elles nous disent, voilà, j'ai développé ça avec telle et telle commune, mais alors si je veux aller les développer ailleurs, c'est pas le même format de données, donc je suis obligé de tout reprendre. Ça, on va pas y arriver à industrialiser le truc. Donc il faut qu'on arrive à avoir ce langage commun, cette base commune. Alors, c'est pas 100%, parce qu'il faut que chacun puisse garder ses spécificités, mais et ça, c'est vraiment fondamental. Nous, c'est aussi une des raisons pour laquelle on a investi dans un projet qui a pu faire réagir dans la JV avec Orange sur Hexadone, qui n'a pas la vocation à être le projet unique, monopolistique, hégémonique, mais c'est de dire, en fait, si on avait 3-4 grandes plateformes comme ça en France, on saurait arriver à se parler, à s'uniformiser. Et parce que si on développe chacun notre truc dans notre coin et qu'il n'y a pas... Alors la FNCCR essaie de le faire, d'harmoniser, d'avoir des groupes communs, un centre de ressources communs, et c'est très bien, mais je pense qu'il faudra peut-être à un moment aussi identifier quelques grands types de plateformes qui pourront se communiquer entre eux. Donc, pas un grand plan IoT, mais plutôt d'abord partir de la question de la donnée. Et encore une fois, par vertical, c'est quoi le type de données dont on a besoin, comment, sous quel format, on les APIse comment, et puis après, chacun intègre ça un peu comme on l'a fait dans le Grasse THD. Philippe Legrand, dans son rapport, Valérie Nouvel interpelle parfois la filière sur des questions telles que la pédagogie à déployer auprès des collectivités, notamment sur la question de modèle économique. Elle a rappelé tout à l'heure le modèle économique de vos solutions. Est-ce que vous y travaillez au sein d'Infranum? Est-ce que vos adhérents y travaillent? Oui, bien sûr. La caractérisation des dividendes que j'ai évoqués doit être un driver suffisant pour encourager, insuffler, et puis bénéficier d'une évaluation ex ante
des projets qu'on doit réaliser. Mais là, je crois qu'une des initiatives que nous apprêtons à sortir tout prochainement avec le concours de la Banque des Territoires également, c'est l'Observatoire des territoires connectés et durables, qui a vocation, bien entendu, à donner des grilles de lecture, mais aussi à être un outil de partage de retour d'expérience. Et nous allons le réaliser avec la portée, je l'espère, que nous donnons à l'Observatoire du très haut débit chaque année. Cet Observatoire des territoires connectés va bien permettre d'essayer de disposer d'une vision globale et partagée, en plus peut-être d'accompagner et d'encourager l'industrialisation des offres de services. Et ça, je peux témoigner quand même que c'est l'avenir pour la filière des infrastructures numériques. Alors on est très heureux de ce plan d'infrastructures numériques sur le fixe et aussi sur le mobile avec la 5G. Et on poursuit, et le dernier accord, on le voit de façon très positive, puisqu'il va générer quelques milliards d'euros d'investissement. Je parle de la complétude des zones AMI, même si Antoine Daron l'a encore rappelé, c'est pas la fin de la deuxième mi-temps encore sur ce sujet-là. Mais on est très tourné vers l'avenir. Et tout le sens que nous pouvons donner à tous les efforts qui ont été consentis en France, tout le sens que nous pouvons collectivement donner, réside dans les territoires connectés et durables. On a fait tout ça, pourquoi ? Quel va être finalement l'impact dans notre vie de tous les jours de cette avancée française sur les infrastructures numériques, de notre capacité à nous parler et à travailler ensemble? Ça va être quoi l'impact ? Ça va être les projets que vous allez imaginer et que vous allez réaliser. On voit bien les cas d'usage principaux sur lesquels il faut se focaliser, et ça permettra de répondre à ta question, Ariel. On voit bien les cas d'usage comme l'énergie, l'eau, la mobilité, la collecte des déchets, qui sont tellement évidentes comme idée à poursuivre dans les territoires, qu'il faut encourager l'industrialisation des offres de services en accompagnant la caractérisation de la demande. Et si on réussit à traduire les propositions qui ont donc été formulées récemment aux deux ministres, Dominique Faure et Jean-Noël Barrot, sur l'accompagnement et l'impulsion à donner autour de ces projets-là, alors je pense qu'on devrait voir un souffle nouveau. Et même si... Parce que pour positiver quand même sur ce qui se passe aujourd'hui, moi je le vois, 2023, il n'y a pas de plan d'IoT à faire. Effectivement, l'IoT, c'est une solution parmi d'autres pour arriver à des territoires connectés. Toutefois, je remarque qu'en 2023, c'est quand même l'année des appels d'offres départementaux sur les réseaux IoT, portés par les syndicats mixtes, les régies, et à l'échelle départementale ou municipale, mais quand même souvent départementale. On n'a jamais eu autant de projets IoT en France. Il se passe quelque chose. Alors je ne dis pas que l'infrastructure doit présider l'usage, pas du tout. C'est pas du tout le sens de mon propos, mais quand même c'est un indicateur pertinent pour montrer que ça bouge, que les projets sont en marche. Donc ce que nous devons faire, c'est répondre à l'industrialisation, faciliter le partage, continuer à outiller la filière de façon à bénéficier de cette réplicabilité et de cette industrialisation indispensable pour répondre aux attentes qui ne manquent pas de s'exprimer. Merci. Régis Manquet, je reviens vers vous. On a évoqué tout à l'heure d'abord la question de la complétude des réseaux AMI, la question des fourreaux avec Orange. Il y a un autre sujet qui vous touche et qui concerne aussi de nombreux autres territoires, c'est celui de la participation des collectivités au financement des projets. Les diverses crises qu'on a traversées depuis quelques années, Covid et autres, impactent les finances des collectivités. Quelles sont les conséquences pour vous? Est-ce que vous avez, pour la partie qui reste à financer, est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que ça a une traduction sur la durée des projets? Oui, on a des conséquences assez sensibles. Donc nous, on a fait le choix donc, de faire nous-mêmes l'investissement, donc, par des marchés publics, etc., avec une première phase où on a été correctement accompagné, je dirais, par l'ensemble des partenaires, État, région, département, intercommunalité, etc., où on était entre 70-75% d'accompagnement de ce déploiement. Nous étions heureux en 2017. Aujourd'hui, un petit peu moins. Parce que sur cette phase 1, les travaux sont finis depuis déjà un an. Il nous manque 40% des aides qui étaient promises. Donc ça pèse quand même sur nos comptes. Et donc aujourd'hui, on est obligé de négocier des courts termes, des moyens termes pour faire le lien, parce qu'on a payé les entreprises, c'est notre devoir quand même. Et nos partenaires
nous font un peu attendre sur, je dirais, leur contribution qui aurait dû être, je dirais, quasiment immédiate suite à la réalisation des travaux. Et sur la phase 2 qui va dans les secteurs les plus ruraux. Hein. Phase 1, on en avait à peu près pour 150 millions d'euros. On couvre 90% de la population. La phase 2, pour les 10% restants, c'est 90 millions d'euros. Pour vous dire le tarif à la prise qui est pas du tout le même. Là, malheureusement, on n'a pas du tout le même accompagnement que pour la première phase. L'État est venu à hauteur de 10% à peu près. On a eu des échanges avec dans son ancienne vie. Donc, d'autres partenaires sont venus, d'autres ne sont pas venus du tout. Et donc, le syndicat, aujourd'hui, Audois, est obligé de prendre en charge 65% du financement de la phase 2. Heureusement, nous avons des redevances par rapport à la DSP qui nous permet de commercialiser quelque part toutes les prises qu'on a réalisées dans la phase 1. Mais ça devient, je ne dis pas inquiétant, mais ça devient un sujet très sensible. Et donc, nous sommes sur 2, 3, 4 années où ce sera difficile pour la collectivité pour assumer, je dirais, à la fois ce qui devait arriver, qui n'est pas encore arrivé et qu'on espère que ça arrivera quand même, parce que j'espère que tout arrivera. Et puis, financer la phase 2 que nous voulons boucler avant fin 2025 parce que nous avons pris l'engagement et contrairement à d'autres, l'engagement, je le tiendrai. Antoine Darod, la transformation numérique écologique des territoires suppose de relever des nombreux défis simultanément sur l'eau, sur la rénovation des bâtiments publics, la mise en place des zones à faible émission, la loi ZAN. Est-ce qu'on ne risque pas d'éparpiller un petit peu les moyens humains et financiers des collectivités? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de hiérarchiser un petit peu de votre point de vue en termes d'accompagnement de projets? Ce qui est clair, c'est que les défis de la transition écologique qui semblent bien et pour tout le monde être mis en haut des priorités, après elles se déclinent plein de manières et chaque territoire peut avoir aussi ses spécificités et donc ses priorités. Par rapport à son historique, sa géographie, etc. Et ça, il faut bien respecter aussi ces spécificités locales. Mais nous, on est convaincus que justement, le numérique en soi, encore une fois, n'a pas de sens. Par contre, c'est probablement le meilleur outil pour faire face à ces défis écologiques qui sont un peu dingues. Hein, parce que quand on parle du zéro artificialisation nette, faut voir la face nord que c'est dans la réalité. Et si même on veut, concernant l'utilisation du potentiel énergétique des bâtiments, de la solarisation, etc., si vous n'avez pas des outils numériques extrêmement pointus, c'est infaisable. Donc, moi, je rejoins parfaitement ce que disait Valérie, c'est qu'en réalité, ces territoires connectés, c'est de la connectivité au service de cette transition écologique nécessaire, qui ne peut pas ne pas être pour les territoires. Et encore une fois, quand on appréhende correctement l'ensemble des données de son territoire, ça peut être utilisé après pour différentes verticales. Dans l'idée justement d'avoir des outils numériques qui permettent de répondre à ces défis. Valérie Nouvel, vous avez formulé, je n'ai pas en tête exactement les termes, mais l'idée c'est d'aller vers là où il y a le ROI le plus rapide ou les plus forts bénéfices. Vous avez listé quelques cas d'usage clés pour ça qui peuvent illustrer cette position. Oui, j'ai mis en regard en fait les principaux besoins qui retiennent l'attention des élus des territoires et puis justement les solutions donc, qui sont disponibles auprès des industriels. Et c'est pour ça que j'ai proposé 4 chantiers prioritaires qui ne vous surprendront pas. Hein. Donc l'éclairage public, la rénovation du bâtiment, parce qu'on disait on est tous dans le décret tertiaire. La gestion de l'eau, on a le plan eau avec ses 53 mesures. Cette année, c'est l'année des 12e programmes des agences de l'eau. Donc, vous voyez, on a un effet levier moteur fort. Et puis, donc, la prévention et la gestion des risques liés au changement climatique. Hein. Donc, je sors d'une tempête dans la Manche. La Gironde sort d'incendie cet été. Enfin, vous voyez, là, on a 4 chantiers
qui sont vraiment dans notre actualité et qui, même s'ils sont coûteux, sont complètement incontournables et en lien avec à la fois les compétences des collectivités, si on pense à la gestion des risques, donc par les sapeurs-pompiers au niveau des services départementaux, par l'État aussi, avec donc l'ensemble des moyens qu'il met à disposition pour les gestions de crise. Donc ces 4 chantiers, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'intéresser aux autres usages. Mais moi, il m'apparaît en écoutant les territoires que, en fait, si les territoires choisissent l'une de ces 4 clés d'entrée, vous voyez, en fonction de leur appétence, de l'histoire de leur territoire, déjà, ils ne font pas fausse route dans le développement des usages. Et puis finalement, vous regardez chacun de ces chantiers, il va permettre de rebondir de l'un à l'autre, et puis petit à petit, vous voyez, le former sous une forme en toile, donc un territoire qui va être entièrement connecté. Ça, c'est un point important. Je voudrais répondre à ceux qui m'ont dit « vous n'avez pas parlé des transports et de la mobilité ». Si je l'avais fait, je pense que l'ensemble des territoires ruraux de la France, dont la Manche, m'en aurait voulu. Parce qu'en fait, les sujets, on le voit, de mobilité, d'usage connecté sur les mobilités, sont aujourd'hui quand même le fait de territoires, de métropoles. J'ai eu le plaisir d'être à Toulouse. Vous voyez, sur une métropole comme ça a du sens de mettre un chantier prioritaire sur le transport. Donc en fait, je suis partie du principe que les métropoles, les grosses collectivités, la mobilité, elles s'en étaient emparées, c'était dans leur chantier, mais qu'en fait, c'était pas du tout des chantiers, vous voyez, qui étaient dans le champ d'action du reste de la France. Et la mobilité, vous y rentrez à travers la prévention, la gestion des risques. Quand vous vous préoccupez de la circulation de vos secours le long des voiries, quand vous parlez en fait effectivement de ces systèmes d'alerte, vous voyez très vite, vous êtes sur la route, idem pour l'éclairage, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Donc c'est... Vous voyez, on rentre dans la mobilité par d'autres façons. Donc franchement, ces 4 chantiers prioritaires, c'est pareil, je les ai posés sur la table, on a parlé avec les territoires, avec les industriels, ils m'ont dit qu'on ne se trompait pas et je pense qu'on fait un grand bond en avant si on se focalise sur ces chantiers. Et l'avantage, c'est que ça va permettre aussi, ça donne une visibilité dans le temps aux industriels pour structurer leur offre et donc ça va être un bénéfice conjoint côté territoire et industriel pour monter la filière qui était la question des ministres, cette montée en puissance d'une filière française. Victor Denouvion, pour accélérer le déploiement de ces projets, vous appelez de vos voeux la mise en place d'un programme national pour décliner une version service et usage du plan France très haut débit. Que mettriez-vous dans ce programme ? Oui, complètement. Et même avant d'aborder la question du programme, je pense qu'il y a une question qu'il ne faut pas éluder, c'est celle de la souveraineté. Quel est notre choix en matière de souveraineté ? Est-ce que... je vais prendre 2 exemples. Je prends des exemples. Aujourd'hui, sur un territoire, la Haute-Garonne au hasard, celui qui est en capacité d'utiliser le plus les données en matière de mobilité, il s'appelle Waze. Donc, c'est un sujet. Autre exemple qui va faire le lien avec la cybersécurité et l'utilisation des données. On va un peu voyager, on va à Las Vegas. Un casino, vous avez peut-être vu, qui a subi une attaque et qui a été complètement bloqué pendant plusieurs semaines. Il y a une attaque parce qu'ils ont réussi à s'introduire via... alors, je ne sais plus comment ça s'est réellement passé, mais c'était l'objet connecté sur l'aquarium. Donc, sur l'aquarium, ils ont réussi à rentrer et ils ont paralysé tout le système. Bref, donc cette question-là, toutes ces questions-là, elles se posent parce qu'il y a aussi une question de rapidité, de mise en exécution de ces projets. Donc, où est-ce qu'on place le curseur de cet équilibre entre les questions de souveraineté et les questions de rapidité? D'ailleurs, c'est des questions qu'on s'était aussi posées au moment où on a déployé la fibre optique. Et je pense que ce qu'il faut surtout, c'est de la méthode, des objectifs clairs, c'est bâtir des projets concertés en tenant compte d'un corpus réglementaire qui aujourd'hui doit être clair sur la sécurité, sur la protection des données personnelles, sur les exigences de sobriété, sur la démarche éthique et très certainement faire évoluer les règles de la commande publique. Alors,
on parlait d'un plan type plan France très haut débit. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on ne peut pas avoir une approche cloisonnée. On ne peut pas d'un côté parler uniquement un coup du déploiement du réseau, de parler de la résilience des réseaux, un coup sur l'inclusion, sur la question de l'empreinte environnementale, sur la stratégie numérique, sur l'intelligence artificielle. Voilà, je pense qu'il faut arrêter d'avoir cette vision qui peut sembler naturelle, vision cloisonnée des choses, parce qu'on a l'impression qu'on subit et que finalement on agit systématiquement en réaction, alors qu'on doit s'emparer de ces potentialités et remettre tout ça finalement au service de l'humain. Et c'est pas possible de promouvoir la diffusion des technologies en se demandant ensuite s'il ne faudrait pas penser à un cadre de souveraineté, un cadre éthique, un cadre de la sécurité dont je parlais tout à l'heure. Donc à mon sens, il faut une approche pour ça pragmatique, des moyens à la hauteur des enjeux pour reproduire le succès du plan France très haut débit et pour le décliner à l'univers du développement des services, des usages au service de l'intérêt général. Écoutez, on aura l'occasion de revenir certainement si vous retravaillez un petit peu sur le concept. Il faut voir le véhicule pour ça et ce serait peut-être intéressant de creuser un petit peu le sujet. Philippe Legrand, vous avez évoqué la nécessité de travailler sur l'expression et l'accompagnement de la demande. En fait, bon, a priori, c'est pas un fournisseur qu'on va demander de définir ses besoins. Une collectivité, elle va le faire de son côté. Mais malgré ça, quel rôle pouvez-vous jouer sur ce plan? Comment est-ce que c'est en co-construisant des solutions avec les collectivités plutôt? Oui, alors déjà, et pour aller totalement dans le sens de ce que Victor Denouvion nous a expliqué juste avant, les questions de souveraineté se pensent au début des projets. Hein, ça se pense dès le début et c'est encore plus vrai avec les projets dont nous parlons aujourd'hui qui sont très transversaux et qui touchent fondamentalement la société et peut-être encore plus que nous le pensions à l'origine, tant ce type d'initiative se répand et le type d'adoption est rapide. Pour exprimer la demande, pour aider à l'expression de la demande, la première chose que nous pouvons faire, c'est partager les retours d'expérience, avoir une approche industrialisée par nous-mêmes pour bien donner les clés de lecture aux collectivités, ce que nous faisons, je l'avais rappelé tout à l'heure. Mais il y a aussi l'initiative, c'est au sein du comité stratégique de filière, dont nous sommes l'un des fondateurs, dont Infranum est l'un des fondateurs, que nous avons conçu, imaginé qu'une mission transversale était nécessaire pour trouver des clés. Alors dans l'une des propositions du rapport Nouvelle, le fait de passer par les SRADET pour avoir un cadre stratégique régional est une première étape. Moi, quand même, je continue de penser qu'en plus de cela, une fois qu'on aura fait ça, la formalisation de stratégies départementales mutualisées par les structures de mutualisation est une chose indispensable. On a un groupe de travail, nous, au sein d'Infranum, qui travaille là-dessus. Hein, alors on parle de SDUS. Ça me semble important. Ça me semble important parce que ça a été la clé du succès sur les infrastructures numériques depuis toujours. Les SDAN ont été à un moment, en 2009 à peu près, ont été un moment fondateur pour bâtir des RIP 2G. Les RIP 1G, on n'avait pas ces approches stratégiques-là, mais c'est la Banque des Territoires qui avait aidé, qui avait accompagné les collectivités au cofinançant des études. Il y a eu tout un travail, mais extrêmement fastidieux et c'était un peu organisé, c'était le grand début de l'AVICA sous sa nouvelle formule, de la FNCCR qui s'emparait de ces sujets-là. En 2009, on a eu les SDAN. Eh bien, je pense qu'il faut traduire par des stratégies territoriales partagées, des orientations qui vont permettre d'avoir un cadre. Et ça nous fait défaut aujourd'hui. J'adore le foisonnement d'initiatives. J'allais dire qu'il y a eu lieu sur les 3-4 dernières années autour des territoires connectés et qui tend à se formaliser et s'industrialiser maintenant, hein, je répétais tout à l'heure. Donc on est sur la bonne voie. Je pense qu'il faut aller traduire le rapport qui nous a été commis par Valérie Nouvelle en poursuivant même à l'échelon départemental cette logique de formalisation de la stratégie territoriale. Ça, c'est pour ce qui m'échappe un peu parce que ça relève d'une logique nationale, mais pour ce qui relève de la filière dont nous nous occupons à 230 entreprises représentatives de l'ensemble du secteur, l'observatoire, la formalisation d'une offre industrielle et la capacité à partager les retours d'expérience constitueront de bonnes briques au service des projets territoriaux. Séverine Renaud, et ce sera mon avant-dernière question, à la lumière de l'expérience que vous avez vécue dans cet appel à projet,
Quel conseil donneriez-vous à des territoires qui souhaitent candidater à ce type de projet? À ce type d'appel à projet, plutôt, pardon. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Philippe sur les SDAN, les SDUS, parce que c'est très important ce qu'il a dit. C'est un outil phénoménal. Alors, nous, dans la Loire, le SDAN, il comporte le SDUS. On a 3 volets, infrastructure, services et usages et médiation. On en est à la 3e révision. C'est vraiment une feuille de route indispensable. Le projet dont je viens vous parler aujourd'hui, c'est un projet qui est inscrit dans une des fiches d'action de ce SDAN. Ce matin, vous aviez 2 tables rondes. Vous avez la cybersécurité, c'est des fiches actions du SDAN. On a parlé de la donnée, ce sont 2 fiches actions du SDAN. Je veux dire, tout le schéma, il est vraiment... La feuille de route, elle est tracée là-dedans. Elle doit être, pour répondre faire écho un petit peu à ce que j'ai entendu ce matin, travailler avec le territoire de manière à acculturer les élus. On en a parlé sur tous les sujets et on pourra en parler encore maintenant. Donc c'est vraiment un outil extraordinaire. Ça fait peut-être 2-3 ans qu'on travaille vraiment avec le territoire. On a des toutes petites communes qui se sont inscrits dans des groupes de travail, qui savent qu'elles ont des besoins, qui demandent est-ce que le numérique peut y répondre. Oui, mais qui ne savent pas comment faire et qui ne savent pas non plus comment les financer. Donc c'est un outil phénoménal. Alors après, sur la question que vous m'avez posée, c'est... Les conseils que vous donneriez aux collectivités qui veulent se lancer dans des appels à projets avec l'expérience que vous avez eue de votre appel à projet. Alors déjà, d'y aller, parce que c'est une vraie opportunité. Et je vais me réconcilier avec la Banque des territoires. Non, c'est vraiment... c'était une chance, une aubaine d'avoir ça. Ça nous a fait réfléchir et travailler. Alors, je fais un peu le lien avec ce que je viens de dire sur le SDAN. C'est vraiment travailler avec le territoire, être à l'écoute de ce territoire. Et ça, les élus locaux savent le faire. Pour remonter vraiment les usages essentiels. Se fixer sur les 4 axes, 4 priorités, parce que j'y adhère aussi complètement. Et puis, travailler la réplicabilité. C'est demandé dans l'appel à partenariat. Nous, c'est vraiment dans notre ADN parce qu'on se projette toujours. Est-ce qu'on a un appel à partenariat, par exemple, qui s'appelle Loire Connect, et cet appel à partenariat incite la réplicabilité. C'est-à-dire, quand une EPCI nous pose un projet, on demande toujours est-ce qu'il le travaille aussi à l'échelle de la commune, de manière à ce qu'on puisse alimenter tout le territoire sur ce projet-là qui a été saisi en innovation par une collectivité uniquement dans la Loire, par exemple. Donc c'est très important que ce travail de réplicabilité soit mené. Donc j'ai dit le travail vraiment avec au plus proche du local et des besoins du territoire, c'est la réplicabilité. Et c'est la composition du consortium. Parce que ça a été pour moi... Moi, vous savez, je suis élue. Je ne suis pas ingénieure. Donc, travailler dans ces copiles avec les collectivités qui portent des projets, qui ont mené des expérimentations, le monde de l'entreprise qui a des solutions, qui est là pour même s'adapter à nos besoins, et le monde académique qui amène toute sa matière grise pour innover, faire de la recherche et du développement, c'est d'une richesse incroyable. Et s'ils ont la possibilité de le faire sous cette forme-là, mais qu'ils le fassent parce que c'est très riche et très fructifiant. Bien. Merci. Une dernière question pour Valérie Nouvelle avant de prendre des questions de la salle. Alors, je sais que ce n'était pas l'objectif de votre mission de chiffrer un petit peu, de donner un cadre chiffré du développement pour les territoires connectés et durables, mais forcément, dans votre réflexion, vous avez fait mûrir quelques idées, sachant que voilà, le quoi qu'il en coûte est terminé, on est toujours en crise énergétique, l'État est sollicité de toutes parts. Est-ce que vous avez quelques pistes, quelques idées nouvelles pour aider justement à financer ces projets des territoires connectés et durables ? Eh bien, la question des ministres, c'était une montée en puissance rapide. Donc, effectivement, j'ai regardé dans les dispositifs existants qui avaient vocation à durer dans le temps. Et aujourd'hui, on a 2 outils financiers pour avancer. C'est le fonds vert, qui est déjà, je vous le rappelle, sollicité à près de 40% pour des projets d'éclairage public. Alors, sur ces projets, parfois, il n'y a que le changement des lampes. C'est dommage.
Donc on peut faire mieux en déposant des projets avec un pilotage, donc comme on l'a évoqué. Donc vous voyez, je pense que déjà avec quelques consignes auprès des préfets qui ont le fonds vert à leurs mains, on peut progresser pour, vous voyez, cibler quelque chose qui est plus performant en termes d'usage. Donc un outil fonds vert, un outil que les collectivités rurales connaissent bien, c'est la DETR. Vous savez qu'en fait, la DETR, il y a un règlement de DETR et que ça évolue au fil du temps en fonction des priorités. Il y a quelques années, il a beaucoup évolué autour de la rénovation énergétique. Donc ça, c'est un outil qui existe, qui est présent avec des enveloppes qui ne sont pas toujours consommées. On a beaucoup de préfets qui disent qu'il leur manque plus des beaux projets que de l'argent. Donc ça, c'est une piste que j'ai donnée au ministre de faire évoluer, en fait, vous voyez, ces règlements de DETR. Et puis le troisième, c'est justement France 2030 a fait que l'ensemble des enveloppes sur la réindustrialisation, parce que vous voyez qu'à chaque fois c'est un travail conjoint. On parlait de GIP, moi je parle aussi de société de projet. Quand aussi on peut avoir développement d'usage qui s'appuie sur des sociétés de projet, on sera heureux de pouvoir croiser du fonds vert et du fonds France 2030 pour développer des usages numériques. Donc ça, c'est les principaux leviers. Et puis le levier qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ça, ça va avoir un effet pour, vous voyez, se lancer, avancer. C'est le rôle aussi de la Banque des territoires auprès des territoires qui m'entourent ici. Mais après, le vrai moteur financier, c'est le retour sur investissement, les économies d'énergie, d'éclairage qu'on va pouvoir générer et qui vont pouvoir alimenter. Donc, tu en as parlé pour la partie infrastructure, mais le vrai moteur économique, c'est aussi ça. C'est pour ça que se concentrer sur des chantiers qui vont permettre ce retour économique rapide, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Bien, merci. Alors, nous avons le temps on a un petit peu dépassé le temps, mais on peut prendre quand même une ou deux questions. Est-ce que vous avez... Alors, monsieur, on vous amène un micro. Merci beaucoup, David Vierapin, Ubicité, Groupe Altitude. J'ai beaucoup aimé cette table ronde et les précédentes aussi, mais celle-ci particulièrement parce qu'on a parlé d'une chose qui est importante au niveau du besoin et au niveau de l'expression des besoins. Et il me semble, et vous pouvez peut-être répondre, que si on arrive à structurer en fait toute cette expression de besoin, qu'on arrive à en déduire, alors appelons-le comme on le... En tant qu'ingénieur aussi, on aime bien parler d'exigences, mais appelons comme on le, des orientations qui puissent permettre à la fois de définir des modèles de données et in fine, donc la donnée qui sera nécessaire pour nos territoires connectés. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire ce travail-là? Valérie Nouvel. Et pour vous répondre, dans mes préconisations du rapport, donc il y a 2 points pour ça. Il y a une action à entreprendre sur la commande publique, la façon dont on passe la commande pour développer les usages. On n'utilise pas assez le code des marchés publics pour son volet performance, expression d'une performance. Et ce besoin de nos concitoyens, c'est une expression de performance dans la commande. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et sur la donnée, donc je vous remercie de rebondir sur cette question-là, parce que vous pourrez lire en fait que je recommande qu'on ait des jumeaux numériques territoriaux co-construit État-territoire. Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas quelque chose... Ça existe tout simplement déjà en Vendée, où en fait, ils ont fait un bond en avant en investissant sur un jumeau numérique et qui est quelque chose qui est à la main. Alors, c'est là que toutes les deux ont tiqué un peu par rapport à ce qui a été évoqué ce matin. C'est quelque chose qui est un outil politique et qui doit rester à la main des territoires et de l'État. C'est aussi pour vis-à-vis de nos usagers, de nos habitants. On parlait de confiance. C'est vrai que leurs données, que toutes les données qui permettent de leur rendre leur service sur les territoires soient à la main donc des collectivités de l'État, c'est fondamental. Donc ça existe. Et puis, si on parle gestion de crise, vous voyez, on sera plus à l'aise pour gérer les crises si on a cette maîtrise des données. Donc ça se travaille. C'est pas futuriste. À Toulouse aussi, il y a un formidable outil au niveau de la donnée. Et c'est quelque chose qui est... Alors, moi, j'ai beaucoup échangé avec la mission Data de Bertrand Montubert. On s'est vu en début de mission parce que j'avais à cœur, comme nos rapports sortaient, vous voyez, à peu près en même temps, qu'on ne dise pas des choses très différentes. Et en fait, vous voyez, on s'est retrouvés sur ces stratégies vis-à-vis de la donnée. Donc, il y a une cohérence entre ces deux rapports.
Et donc, c'est un outil fondamental d'expression du besoin. Et quand je vous cite la Vendée, c'est parce que c'est de la donnée géolocalisée, mais derrière, il y a aussi toute une gouvernance. C'est-à-dire, en fait, des élus qui se rendent compte et qui se disent donc, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on génère pour porter nos politiques. Donc, on est vraiment performantiel, on est vraiment dans l'expression du besoin pour les habitants. Et en fait, on construit à partir de ça un outil qui a été cité ce matin, assez technique, un SIG. Oui, c'est un SIG à la fin, mais au début, ce n'est pas ça. Bien, merci. Peut-être une dernière question. D'autres questions dans la salle? Non. Bien, dans ce cas, je pense qu'on peut applaudir nos intervenantes et nos intervenants.